Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour Patrick Simonin, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes ministre chargé de l'égalité des femmes et des hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Ce 8 mars, c'est la journée internationale pour les femmes dans le monde. C'est des femmes qui ont beaucoup souffert pendant cette crise de la Covid. Ce sont des femmes qui étaient en première ligne. Ce que vous avez dit d'ailleurs, les violences conjugales ont continué. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Moi, ce que je dis, d'abord, je souhaite une belle journée des droits de la femme à toutes les femmes, où qu'elles se trouvent. C'est un sujet éminemment universaliste. J'ai eu la chance de voyager de par le monde et je vois bien que partout sur la planète aujourd'hui, les difficultés rencontrées par les femmes sont les mêmes et je salue leur courage et leur résilience. Ensuite, vous avez raison, pendant cette crise sanitaire, on a vu que les femmes étaient en première ligne, mais elles ont aussi été les premières victimes. Oui. On sait que le nombre de signalements a considérablement augmenté. Il y a eu, pendant le premier confinement, plus de 42% de signalements sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, 60% de signalements dans le deuxième confinement. La ligne 3919, qui est une ligne destinée aux femmes qui ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées, d'être écoutées lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales, le nombre d'appels a triplé. Donc c'est vous dire que ce confinement a aussi été propice à augmenter encore les violences dont les femmes sont victimes et les violences intrafamiliales de manière générale. Et le gouvernement s'est mobilisé encore plus, non seulement en continuant à mettre en œuvre les 46 mesures du Grenelle qui ont été décrétées en 2019. Le Grenelle contre les violences Grenelle contre les violences conjugales. Qui avance, c'est-à-dire les mesures, ces fameuses mesures sont appliquées désormais. 100% des mesures qui ont été prises pendant le Grenelle des violences ont été mises en œuvre et on est à plus de 60% qui sont effectives aujourd'hui. Et je n'aurai de cesse que lorsque nous aurons complètement mis en œuvre la totalité de ces mesures pour que les femmes se sentent protégées. Aujourd'hui, elles se sentent de plus en plus écoutées, ce qui libère de plus en plus leurs paroles. Oui. En 2020, nous avons eu un peu moins de féminicides qu'en 2019. Il y a eu 146 femmes, une femme tous les 2 jours qui mourait en 2019. En 2020, et je veux vraiment préciser que un féminicide est toujours un féminicide de trop, mais le fait de constater que le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint est en baisse et que ça nous donne l'espoir que les mesures que nous sommes en train de mettre en place avec les associations, avec les entreprises, sont en train de porter leurs fruits. Oui, la libération de la parole, vous en parliez à l'instant, MeToo gay, MeToo inceste, vous avez salué dans vos vœux à la presse Camille Kouchner qui a libéré la parole. Tout ça va changer les choses aujourd'hui. Comme le dit Macron, Macron a dit la honte désormais doit changer on vous croit. Oui. Le président Macron a dit plus que ça. Il a dit d'abord, on vous écoute. Ensuite, on vous croit. Ensuite, on vous accompagne et on va vous libérer de cette violence que vous avez suffisamment subie. Et je pense que c'est important que l'ensemble de la société se saisisse de cette question. Lorsque vous êtes un voisin et que vous entendez une femme qui est violentée par son mari, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et dire que c'est de la sphère privée. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous voyez une femme arriver avec un œil au beurre noir, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne voyez pas. Je pense que plus nous nous saisirons collectivement de cette question des violences, plus nous l'enrayerons. Vous savez, sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, nous avons constaté que 20% des signalements viennent de mineurs, d'enfants qui ne supportent plus, qui sont en souffrance de voir ces violences. Et on sait qu'elles concernent toute la famille et qu'un enfant qui est victime de violences ou qui subit les violences dans sa famille, eh bien plus tard, il risque de le reproduire ou il risque de le porter en lui toute sa vie. Donc moi, je veux saluer toute cette parole qui se libère aussi bien au niveau des violences conjugales, mais aussi MeToo inceste, MeToo gay. Je pense que Camille Kouchner a été très courageuse d'écrire ce livre, d'enlever un peu cette omerta qui pèse sur cette question, parce qu'il y a des années que les associations disent que dans notre pays, un enfant sur 10 est victime d'inceste. 3 enfants dans une classe peuvent être victimes d'inceste. Ça veut dire que, comme dit Macron, terrible. la honte doit changer de camp. La honte doit changer de camp parce que jusqu'ici, il y avait une forme d'impunité qui était sur ces questions. Les personnes vulnérables, les personnes faibles, parfois n'avaient pas le courage, parfois elles avaient peur. C'est extrêmement difficile pour un enfant de dénoncer un parent parce qu'il a déjà conscience des drames que ça peut sous-entendre. Eh bien maintenant, dès que la parole se révèle, il faut non seulement que ces personnes se sentent écoutées, qu'elles se sentent entendues et qu'elles se sentent accompagnées. Et je veux continuer à les encourager à s'exprimer sur ces sujets qui sont
sont des drames et des atteintes terribles à la dignité humaine. Oui, oui, vous avez salué finalement cette libération de la parole. On a vu dans le monde du cinéma, il va y avoir les Césars du cinéma. On l'a vu auprès des étudiants, les IEP. Il y a eu énormément de discussions. Oui. Moi, j'ai rencontré avec Frédéric Vidal les 8 directeurs et 2 directrices des IEP de France. Je suis heureuse qu'il y ait une femme aujourd'hui qui fasse l'intérim de l'IEP de Paris, qui disent, écoutez, il y a un véritable souci parce qu'il y a des violences qui se commettent lors des voyages scolaires, il y a des violences qui se commettent dans les dîners entre amis, il y a des violences qui se commettent dans les soirées étudiants, et tout ne se passe pas forcément au sein de l'école, mais l'école est le lieu où tout cela se cristallise. Et ces directeurs et directrices qui étaient éminemment touchés par toute cette libération de la parole et qui découvraient l'ampleur de la problématique, ont décidé de se saisir de cette question. Nous le faisons, Frédéric Vidal et moi-même également, en apportant des solutions qui sont aussi en dehors de l'école, parce que parfois ces étudiants ne veulent pas s'exprimer au sein de l'école, et il faut leur donner des alternatives pour qu'ils puissent continuer de s'exprimer. Oui, oui, il y a évidemment aussi dans le sport, Absolument. on l'a vu, les témoignages aujourd'hui des violences sexuelles que subissent des jeunes athlètes. Tout ça aujourd'hui bouge complètement. Dans toutes les sphères de la société, les violences, le sexisme aujourd'hui, la réalité c'est que le sexisme tue. S'il ne tue pas physiquement, il vous tue dans la rue parce que vous vous posez la question où vous allez aller, comment vous allez y aller, et comment vous allez vous habiller, est-ce qu'il faut que vous y alliez seul ou accompagné, c'est terrible. Mais le sexisme tue aussi les rêves, il tue les ambitions, il pousse les femmes à s'auto-censurer, à ne pas croire en elles. 60% des jeunes filles vous disent aujourd'hui qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles n'ont pas de l'estime d'elles-mêmes. Le suicide des jeunes filles est de plus en plus dramatique, notamment à cause des réseaux sociaux. Et je me réjouis que nous prenions conscience de tout cela et que nous nous battions contre tous ces vecteurs qui tuent non seulement des vies, mais qui tuent aussi des ambitions. Et c'est toute une société qui va mal quand on se retrouve enfermé dans ce genre de situation. Oui, pour cette journée internationale des femmes, vous allez récompenser un certain nombre d'entre elles, connues d'ailleurs ou pas forcément connues. Hein. Nous avons récompensé un certain nombre de femmes ce matin et nous allons continuer parce que pendant cette dernière année et demie, nous avons beaucoup parlé des femmes dans ce rôle victimaire dans lequel elles se trouvent de toutes les agressions qu'elles subissent, mais nous voulions dire ce 8 mars que les femmes sont aussi des héroïnes du quotidien. Certaines sont connues, d'autres sont moins connues. Et nous avons tenu à faire une campagne sur les 1000 possibles. Nous avons demandé à des femmes de la société civile de faire la transmission, de jouer les rôles modèles et de montrer aux 1000 petites filles qui vont naître aujourd'hui qu'il est possible de rêver et de réussir sa vie dans notre pays et dans le monde lorsqu'on est une femme. Donc elles ont rédigé un courrier basé sur leur expérience personnelle. Ce courrier va arriver auprès de ces 1000 petites filles qui sont nées aujourd'hui et elles le liront lorsqu'elles auront 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et j'espère que ce courrier, qui joue un rôle de transmetteur de tous les possibles, eh bien, leur permettra de rêver et de s'accomplir autant qu'elles le méritent, autant qu'elles le valent, autant qu'elles en ont envie. Et nous voulions également mettre en lumière 18 associations et 18 femmes qui se battent, que ce soit dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la culture, dans toutes les sphères, dans le secteur de l'entreprise, dans toutes les sphères de la société où les femmes contribuent à faire de notre pays un pays meilleur, eh bien qu'elles soient reconnues pour leur contribution et qu'on enlève cette invisibilité auquel elles sont souvent confrontées pour qu'elles sentent qu'elles ont énormément de choses à apporter à notre pays et qu'elles aient le courage de le faire, la volonté de le faire et que l'on se donne la force et l'envie et l'ambition d'aller plus loin dans les possibilités qui nous sont offertes. Aller toujours plus loin, Madame la Ministre. On va vous dire, mais il y a tellement de choses. Les mutilations sexuelles féminines, par exemple, la lutte contre la prostitution, le moyen de permettre aux femmes d'être présentes dans les conseils d'administration. Vous avez dit, le CAC 40 est un club de mecs. Je veux dire, sur tous ces sujets-là, il faudrait des heures, mais on vous dit, il y a tellement de choses. Il y a énormément de choses, mais permettez-moi d'abord, parce que je vous ai dit que je voulais travailler contre cette invisibilisation dont les femmes sont victimes. Vous savez que pendant la pandémie, il n'y a eu que 30% de femmes dites expertes dans les médias ou dans la presse.
Puisque nous sommes le 8 mars, je veux citer certains noms de femmes qui sont absolument remarquables et qui méritent que leur nom soit cité sur une aussi belle chaîne que la vôtre. Je pense notamment à Latifa Ibn Zitten, qui est une femme c'est la mère en fait de ce militaire qui a été tué pendant l'attaque terroriste par Mohamed Merah. Mohamed Merah. Je veux citer Pomme, je veux citer Clarisse Agbenenou, qui est une grande sportive judoka reconnue au niveau international. Je veux citer Vanessa Aricou, qui est une inconnue, mais qui est sapeur-pompier et qui fait un travail remarquable. Je veux citer Aline Leguluge, qui a appris à lire et à écrire à 50 ans. Je veux citer ces femmes. Aurélie Jean, on dit que les femmes ne sont pas suffisamment dans la tech. Elle travaille aujourd'hui aux États-Unis, elle est reconnue au niveau international. Je veux citer Catherine Gouillard, parce que vous parliez à l'instant des femmes dans le secteur économique. Eh bien, nous sommes là encore, on est en 2021, oui. On n'a qu'une seule femme qui dirige un grand groupe du CAC 40. Donc un club de mecs, c'est l'expression que vous employez. Bien sûr que ça reste un club de mecs. Nous avons 4 femmes au SBF 120. Nous avons une femme qui dirige un grand groupe du CAC 40. Si on m'avait dit, quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, qu'en 2021, il n'y aurait qu'une seule femme qui dirigerait un grand groupe du CAC 40, alors même que les femmes dirigent des États, alors même qu'elles dirigent des organisations internationales et qu'elles réussissent brillamment, dans notre pays, les femmes ne trouvent pas encore leur place. Alors on a vu avec la loi Zimmermann-Copé ou Copé-Zimmermann, on a vu... C'est une loi qui a plus de 10 ans maintenant. C'est une loi dont nous avons fêté les 10 ans il y a quelques semaines. Avant la loi Copé-Zimmermann, il y avait moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration. Après la loi, 10 ans après la loi, nous sommes à 45% de femmes. C'est vous dire que sans loi, sans quota, ça va nous prendre encore des années d'arriver à cette parité. Et quand je parle de cette parité... Vous voulez des quotas, vous voulez des quotas dans les entreprises. Je suis favorable aux quotas, et je vais vous dire pourquoi je suis favorable aux quotas. Souvent, j'entends dire, mais et la méritocratie? Et je réponds que les quotas sont une manière de répondre à cette rupture des égalités qu'il y a entre les femmes et les hommes à un certain niveau. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, malgré les lois, malgré les efforts, malgré le fait que les femmes soient de plus en plus éduquées, on se rend compte qu'elles sont bloquées par ce plafond de verre, voire même un plafond de béton. Parce qu'encore, le plafond de verre, vous voyez ce qu'il y a au-dessus. Mais il y a un nombre de femmes incommensurable dans notre pays, qui ne se rendent même pas compte des opportunités qui existent parce qu'elles ne les voient pas, parce qu'à l'école, on va leur dire « ça, c'est pas fait pour toi », parce qu'elles entendent encore « mais pour qui tu te prends », parce qu'elles entendent encore « tel métier, c'est fait pour les hommes, c'est pas fait pour les femmes ». Et c'est tout notre pays qui pâtit finalement de ces inégalités entre les femmes et les hommes. Et il y a des études nombreuses qui ont été faites qui prouvent que les entreprises qui sont plus paritaires, qui sont plus mixtes, sont beaucoup plus performantes. Et malgré ces études, malgré ces analyses, malgré ces constats de bon sens, il y a encore moins de 30% de femmes dans les postes à haute responsabilité. Il y a 12 entreprises dans le CAC 40 qui n'ont aucune femme dans leur comité de direction, dans leur COMEX. Il y a 9 entreprises qui ont moins de 10% de femmes dans leurs postes stratégiques et les postes à responsabilité. Je ne prêche pas cette parole de la parité juste pour faire joli. Je la prêche parce que nous savons que le coût des discriminations aujourd'hui dans notre pays est de 150 milliards d'euros. Est-ce que dans un moment de crise aussi importante que celle que nous vivons, nous pouvons nous passer de 150 milliards d'euros? Non. Oui. Il est donc impératif que les femmes aient la place qu'elles méritent dans toutes les sphères de la société. Oui. Et s'il faut passer par la loi et s'il faut passer par les quotas, allons-y, parce que sinon ça va nous prendre encore 257 ans au niveau mondial et 54 ans au niveau européen. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le World Forum économique. Donc je pense qu'ils ont fait des études suffisamment intéressantes et intelligentes pour que nous les écoutions. Oui, mais vous, votre propre parcours, Madame la Ministre, hein, vous êtes originaire du Cap-Vert, votre famille, vous êtes arrivée à Tismons dans l'Essonne, on vous a dit non, c'est pas pour vous. Finalement, vous avez dit, quand vous avez accepté ce ministère, c'est ma propre histoire au fond, parce que je l'accepte à cause de ça. Ce ministère, c'est l'histoire de ma vie. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais moins qu'un homme. Toute ma vie, on m'a dit qu'il y avait des choses qui étaient faites pour moi et d'autres qui ne l'étaient pas. Et les choses qui étaient faites pour moi, c'était le ménage, c'était m'occuper de ma famille.
Et j'ai un sens de la famille très, Oui. très, très profond. On voulait que vous passiez Mais un CAP. Oui. je pense que les femmes peuvent aller bien au-delà. Elles peuvent combiner. Elles ne sont pas obligées de choisir. Et on m'a proposé, lorsque j'ai dit que je voulais devenir avocate, on m'a proposé de faire un CAP. Et j'ai dit, mais est-ce qu'en faisant un CAP, je peux devenir avocate? On m'a dit, non, mais avocate, ça n'est pas pour vous. Ça ne m'a pas empêché de devenir juge, ça ne m'a pas empêché de diriger des grandes filiales de multinationales qui étaient leaders dans leur secteur. Ça ne m'a pas empêché de travailler dans le monde du bâtiment, Oui. de travailler dans le secteur de la tech, qui sont Oui. des milieux Oui, mais vous avez dû éminemment... aller à une entreprise, sur une entreprise américaine d'elle, parce que vous avez dit qu'en France, France Télécom, on ne vous offrait pas la même perspective. Lorsque j'ai dit à l'époque à mon patron que je voulais évoluer, il m'a répondu, écoute, il y a beaucoup de personnes qui attendent et ça va prendre un peu de temps pour toi. J'ai dit qu'à cela ne tienne, je vais aller tenter ma chance ailleurs. Parce que ce que les femmes ignorent, c'est que quand une porte se ferme, elles peuvent en ouvrir d'autres. Quand une porte se ferme, on peut passer par la fenêtre. Et quand la fenêtre est fermée, il faut passer par la cheminée. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner les rêves que nous avons parce que quelqu'un décide que nos rêves sont trop grands. Oui, vous avez grandi donc à Tismons, en Essonne, dans une cité. Vous êtes un pur produit, comme on dit, de la méritocratie. Mais quand vous voyez ce qui se passe dans ces cités aujourd'hui, quand vous voyez les difficultés, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, on peut y arriver quand même. On peut y arriver quand même. Moi, je vois que les médias parlent beaucoup des voitures qui brûlent et des rodéos, mais qu'on ne parle pas de cette dynamique extraordinaire qu'il y a dans les quartiers, de ces personnes qui, justement, parce qu'on leur dit qu'elles ne peuvent pas y arriver, développent une capacité d'innovation, d'inventivité, de créativité pour s'en sortir. Il n'y a pas que des choses négatives qui se passent dans les cités. Il y a des gens qui se lèvent tôt le matin. Il y a des parents qui se sacrifient pour que leurs enfants fassent les meilleures écoles. Moi, je crois que l'éducation, comme le disait Nelson Mandela, c'est l'âme la plus puissante qui soit pour changer le destin, pour changer l'avenir, pour changer sa vie. Je me suis accrochée à l'étude, je me suis accrochée, à mes études. J'y ai cru, je me suis fait aider, je me suis fait accompagner de personnes qui croyaient en moi, parfois plus que je ne croyais moi-même dans mes capacités. Et je crois que en donnant la possibilité à notre jeunesse d'étudier, en leur permettant, indépendamment d'où ils habitent, indépendamment de leur culture, de leur origine, de leur dire que c'est possible, que ça n'est pas leur orientation sexuelle ou le genre qui vous empêche d'être performant et de vous épanouir et de réussir, eh bien nous aurons fait évoluer notre société. On ne peut plus se contenter en 2021 de considérer qu'une société est développée à l'aune de son PIB. Il faut également considérer le développement social et c'est pour cela que la question de l'égalité des chances est éminemment importante pour moi parce que l'égalité des chances, ce n'est rien d'autre que l'égalité d'accès aux opportunités d'où que vous veniez, qui que vous soyez, que vous ayez la possibilité de réussir. Et ça passe par cette méritocratie. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de voir les choses tomber du ciel. Il s'agit, lorsque vous avez envie, lorsque vous avez le potentiel et les capacités, d'avoir la possibilité de réussir. Merci infiniment Elisabeth Moreno d'avoir été notre invitée, ministre déléguée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je salue le site Terrienne sur TV5 Monde qui depuis de nombreuses années fait vivre justement ce combat pour l'égalité. Merci en cette journée du 8 mars, journée internationale des femmes, d'avoir été notre invitée, Madame la Ministre. Merci beaucoup. À vous. Merci Monsieur Simonin.